Ancionas n'est pas naïf. La formulation d'un nouvel impératif catégorique, d'un nouveau commandement moral absolu, ne suffit pas à changer la situation. Ni la nature, ni l'humanité future ne sont capables de se défendre. Or, Jonas constate que tous les droits qui ont été acquis dans l'humanité l'ont toujours été par des luttes sociales souvent violentes. C'est des rapports de force. Il s'agit d'imposer la force de la nature et des générations futures contre les intérêts économiques, contre les intérêts techniques qui sont extrêmement puissants aujourd'hui. Évidemment que le combat est disproportionné. C'est pour ça que, nous dit Ancionas, cette éthique, certes, c'est une exigence intime, morale qui concerne chacun d'entre nous, mais ce doit être aussi une exigence politique. C'est à la politique de donner à l'industrie, de donner à la science, de donner à la technique des ordres pour préserver la planète. C'est à la politique de mettre en place un agenda écologique. Mais cela ne suffira pas. La politique n'est pas toute puissante. La politique tire sa puissance de l'adhésion de son programme à la population. Or, naturellement, une population ne passera pas d'une vie qui est la recherche permanente du plaisir, du confort, de la facilité, à un ascétisme, c'est-à-dire à une maîtrise très stricte de ses désirs, c'est-à-dire à une forme de confort moins grande, c'est-à-dire à une plus grande difficulté dans son rapport à la nature pour être capable de la préserver. Le changement des habitudes, par exemple alimentaires, qui fera qu'on aura un autre rapport avec les espèces animales, qui fera qu'on aura un autre rapport avec l'agriculture, demande du travail, demande de la peine. Cela ne se fera pas automatiquement. Et même si la politique essaye d'impulser une action dans ce sens, encore faut-il qu'elle soit suivie. Or, l'ascétisme n'est pas vendeur. L'ascétisme n'est pas naturellement désirable. L'ascétisme n'est pas un projet auquel les hommes adhèrent immédiatement. Quand on demande des restrictions à une population, il faut trouver le moyen de la faire appliquer. C'est là où Ancionas s'inspire de Platon. Et il estime qu'il faut retrouver comme une nouvelle religion. Le rapport de Platon au mythe est un rapport compliqué et différent suivant les moments et les objectifs qu'il se donne. Le premier rapport est un rapport critique. En effet, Platon oppose mythos, parole, récit transmis à travers les âges oralement, et logos, qui est elle aussi une parole, mais une parole démonstrative, une parole logiquement argumentée et rationnelle. Et on voit donc une première opposition qui est celle des passions contre la raison. Et c'est un gros problème pour Platon parce que ces passions du mythe sont vraisemblables, c'est-à-dire qu'elles ont l'apparence du vrai, elles se font passer pour vraies alors qu'elles ne sont pas. Et c'est ça le danger du mythe. Il n'est pas vrai. Et la preuve, c'est qu'il est impossible de savoir mettre en rapport le mythe avec ce dont il parle. Il est infalsifiable, dirions-nous, de manière moderne. Et par ailleurs, comme il s'appuie sur les passions, il n'est pas démonstratif et donc ne peut pas prétendre à la vérité. C'est donc un premier rapport de Platon au mythe, un rapport critique. Oui, mais voilà, malgré cela, Platon continue d'utiliser les mythes en deux circonstances, en réalité, en fonction des deux faiblesses de la philosophie. La première, c'est que le domaine de la philosophie, le domaine de la raison et de la démonstration est limité. La raison n'est pas capable d'atteindre l'âme, la divinité, son origine, etc. Autrement dit, les points de départ de la démonstration, ce qu'on appelle les principes, par définition, ne sont pas accessibles par démonstration. Et donc, il fait appel au mythe. La philosophie ne peut pas ne pas recourir au mythe pour saisir les principes de sa propre démonstration. Mais il y a un deuxième usage, et c'est celui qui nous intéresse dans le rapport à Ancionas, c'est l'usage politique. Dans la République ou dans les lois, Platon mobilise de façon essentielle le mythe que pourtant il critique. Pourquoi ? Parce que la philosophie ne s'adresse qu'à un petit nombre. La philosophie est une discipline tellement exigeante qu'elle ne peut pas transformer l'ensemble de la population, qu'elle ne s'adresse pas aux masses. Or, la politique, par définition, doit transformer le comportement des masses. Et c'est là où le mythe a son importance. Le mythe, en reposant sur des passions, en reposant sur des histoires qui permettent de s'identifier à tous à travers des personnages et non pas des concepts, permet de transformer l'intelligence, les passions et les comportements des plus grands nombres. Et pour qu'il y ait cité,
Il est donc nécessaire qu'il y ait des mythes communs. Ainsi, Platon défend l'idée d'un philosophe roi qui est capable de produire des mythes pour cette cité-là. Et c'est cette production de mythes, en quelque sorte d'une nouvelle religion, qui permettra l'unité de la cité et qui permettra son plein développement. Ce que propose Platon, c'est un noble mensonge, c'est-à-dire un mensonge vraisemblable qui s'adresse aux masses pour modifier leur comportement et permettre à ceux-ci de suivre la bonne voie alors qu'ils ne sont pas capables d'accéder aux raisons apportées par la philosophie. Et c'est cet usage que veut reprendre Ancionas. C'est cet usage d'une conscience fausse entretenue par une conscience juste pour le bien de la planète. Les données écologiques scientifiques sont inaccessibles à la masse. Il faut donc leur mentir, il faut leur faire peur, et leur faire peur très fort et très vite grâce à une nouvelle religion de la Terre pour les inciter à un ascétisme. Ça, c'est la première action politique à avoir, créer une nouvelle religion. Alors, pour le peuple, il faut inventer une nouvelle religion qui va valoriser l'ascétisme, qui va valoriser la maîtrise de soi, de son désir, qui va valoriser la vie plus simple, plus retirée, qui serait moins dans la consommation. C'est une importance de créer de nouvelles histoires, en raison de l'enjeu pour Ancionas de trouver les moyens de faire adhérer la grande majorité de la population à quelque chose à laquelle elle n'adhérerait pas spontanément. Instaurer une nouvelle religion ne suffirait pas. En effet, nous sommes dans un régime libéral, individualiste, où chacun est le maître de sa propre action, où chacun possède une très grande liberté individuelle. Au contraire, le défi écologique impose que nous coordonnions toutes nos activités. Comment faire en sorte que, alors que nous sommes habitués à avoir une grande liberté d'action individuelle, nous rentrions au contraire dans un schéma social très déterminé avec l'action de chacun coordonnée avec tous les autres. C'est là où Ancionas propose de s'inspirer du marxisme et plus particulièrement du soviétisme. On est en 1979. Il faut en quelque sorte laver le soviétisme de l'idéologie communiste, de l'idéologie du progrès industriel pour réutiliser sa structure autoritaire, sa structure illibérale, planifiée pour permettre de sauver la planète. On voit donc là qu'il y a quelque chose qui veut dépasser le libéralisme des individus pour leur imposer de manière plus ou moins autoritaire, à travers une nouvelle religion et un nouveau mode politique, des actions très concrètes à accomplir. On est pris d'un dilemme quand on écoute Ancionas. Pris d'un dilemme parce que l'urgence de l'enjeu qu'il dénonce est bien réelle. Il faut être capable de transmettre aux générations futures la nature que nous-mêmes avons reçue, la qualité de vie que nous-mêmes avons reçue. Mais d'un autre côté, le prix à payer semble très élevé et très problématique. Ancionas propose explicitement la création d'une nouvelle idéologie verte pour manipuler la population. Il prend d'ailleurs comme exemple l'idéologie communiste pour dire qu'il faut reprendre les moyens qu'ils avaient su mettre en place. Est-ce qu'on peut réellement penser que la solution éthique qu'il propose passe en même temps par la manipulation des populations? Est-ce qu'on peut réellement penser qu'une idéologie, qu'une mythologie qui conduit à une forme de manipulation des individus est une solution durable pour répondre à cet enjeu? Par ailleurs, on ne peut que voir le côté contemporain de cette pensée. On voit à quel point aujourd'hui il y a un retour à la nature et combien ceci est porté par de nombreux discours qui s'appuient sur la peur. Le principal objet passionnel sur lequel on veut nous faire travailler, c'est la peur d'une planète qui s'autodétruirait. Et cette peur-là conduit à de nouvelles façons de représenter le monde. Ça, c'est une chose très importante, parce que on voit qu'il y a là quelque chose qui est éminemment problématique, et que l'adhésion automatique sans réflexion à ce discours-là montre justement qu'il s'appuie sur des passions, c'est-à-dire sur quelque chose qui est de l'ordre du mythe, et non pas sur une réflexion. Là, il y a quelque chose de très profond à discuter. Est-ce que l'homme peut accepter de ne pas être lui-même le maître de son destin? Mais d'ailleurs, l'est-il encore maître de son destin lorsque l'on parle de la technique? C'est ce que nous pourrons voir dans une partie suivante.